Nous avons la liberté de croire qu'en ce jour du 15 juin 2023, nous pouvons, par notre voix, donner un signe fort en amplifiant la lutte contre le fléau des agressions sexuelles sur mineurs. Aujourd'hui, nous avons la volonté d'affirmer que nous ne voulons plus un seul pleur, plus aucun sanglot, plus aucune larme de honte sur les joues d'un enfant qui pratique une activité sportive. Nous voulons des larmes de joie, des étoiles dans les yeux, des émotions que seul le sport sait si bien nous procurer. Les enfants, mes chers collègues, nos enfants, nous avons le devoir de les protéger, de leur permettre de s'épanouir sans entrave aucune à l'accomplissement de leur humanité. Tous les enfants méritent que nous leur prêtions attention et il est parmi eux trop d'enfants qui souffrent et que l'on n'entend pas, qui ne parlent pas et qui peut-être ne parleront jamais de leur enfance volée, portant en silence un lourd fardeau qui, après avoir détruit leur corps, a brisé leur âme. Écoutons les témoignages rendus publics, ceux des victimes de la pédophilie, écoutons leurs exigences de justice. 75% des enfants connaissent leurs agresseurs, mais peu osent les dénoncer par peur de représailles et surtout par honte. La pratique sportive fournit un terreau favorable à l'apparition de ces violences. Les contacts physiques souvent nécessaires, le dépassement de soi sont autant de situations à risque, tout comme l'écosystème de la pratique sportive. Les vestiaires, les douches, le covoiturage, les stages internats ou encore les soirées festives sont autant de lieux où les prédateurs chassent leurs proies vulnérables, prises au piège. Le leadership autoritaire peut déséquilibrer le rapport de force entre les entraîneurs et les athlètes. Et ce, d'autant que le sport, le genre masculin prédomine et peut conduire à des abus de position dominante et que c'est un milieu où les incidents sont facilement étouffés et où l'omerta prédomine. Cette difficulté à assumer son état de victime et à le faire reconnaître, Sarah Abitbol, 10 fois championne de France, médaillée de bronze aux Jeux olympiques et mondiaux, femme courageuse, l'a portée durant 30 longues années. Il a fallu du temps pour que ce si long silence se brise, que l'omerta soit rompue. Oui, il y a eu un avant et un après Sarah Abitbol. Un de ces témoignages qui font boule de neige, puisque le témoignage de Sarah a entraîné 200 athlètes dans son sillage dans près de 40 fédérations différentes. Non, ce n'était pas elle la coupable. Le coupable, c'était son entraîneur. Cette personne de confiance, celui dont je cite les propos de Sarah, on redoutait par ses colères, son charisme, sa violence durant les entraînements à nous projeter au sol, celui en qui mes parents avaient toute confiance pour m'accompagner après les entraînements. Lui qui prétendait me faire travailler davantage, car j'avais mauvais caractère. Lui qui demandait à Sarah de taire ce lourd secret. Un mécanisme d'emprise bien rodé, régulièrement décrit par les sportifs qui ont accepté de se confier. Et pourtant, malgré ces témoignages, seuls 40% des victimes pourront mener leurs agresseurs jusqu'au procès, suivi d'une condamnation. Pourquoi ? Par le fait de la prescription, bien sûr, mais aussi parce que les victimes ont honte, ont peur de porter une vie durant le fardeau de ce silence. Grâce au courage de ces athlètes et au témoignage poignant de Sarah Abitbol, le mouvement de libération de la parole a gagné le champ du sport pour que la honte et la peur puissent changer de camp. Mes chers collègues, ce texte que nous allons examiner, c'est la proposition de loi Abitbol, que je porte avec beaucoup d'émotion, d'humilité, de pudeur et avec un profond engagement. Je sais pouvoir compter sur vous tous et vous toutes, mes chers collègues. Je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre. C'est pourquoi aujourd'hui j'en appelle à cette Chambre pour que nous puissions travailler de concert, pour sanctuariser plus encore le milieu du sport afin que les enfants soient en sécurité, afin que chaque parent puisse confier son enfant sans crainte et que cela permette surtout de lever tout soupçon qui pourrait planer sur les clubs. Dans ma quête de la compréhension du phénomène, j'ai été très souvent bouleversé par le récit glaçant des victimes. J'ai été le témoin indirect des souffrances qu'elles ont endurées. Ces témoignages d'une violence inouïe, d'une telle perversité, m'ont touché au plus profond de mon âme. J'ai rencontré des dirigeants de clubs qui parfois n'ont pas pris la mesure du fléau, cherchant à minimiser, souvent par méconnaissance, des mécanismes utilisés par les prédateurs. Mais nombre d'entre eux ont conscience que tout cela est inacceptable et s'engagent à lutter contre les violences sexuelles, mais reconnaissent se trouver démunis par manque d'informations, de formation et surtout de temps, pointant les contraintes et les limites du bénévolat. Dans les faits, on estime que près d'un sportif sur 7 déclare avoir fait l'objet d'atteintes à son intégrité. Il n'y a pas une semaine
sans qu'un témoignage d'agression sexuelle ne soit rendu public. Nous devons agir en amont pour couper l'herbe sous le pied des prédateurs. La lutte contre les violences sexuelles est un Everest que nous devrons gravir pas à pas. Cette proposition de loi n'est qu'un pas de plus permettant d'améliorer les dispositions existantes de protection des mineurs en renforçant l'incapacité d'exercer des potentiels prédateurs. Accompagnons Madame la Ministre dans son combat pour le sport éthique et en particulier contre les violences sexuelles. Déjà en 2019, la mission d'information sénatoriale sur la prévention, la détection et la répression des infractions sexuelles sur les mineurs, conduite par nos collègues Catherine Deroche et Michel Meunier, appelait à un renforcement du contrôle de l'honorabilité des adultes en contact avec les enfants en appliquant partout les standards les plus hauts. La loi de 2021, confortant le respect des principes de la République, a complété le champ des personnes soumises au contrôle d'honorabilité dans le sport. Aux côtés des encadrants et éducateurs sportifs professionnels, les éducateurs sportifs bénévoles sont désormais soumis à l'obligation d'honorabilité. À ces fins, le système d'information automatisé des personnes concernées disposant d'une licence a été mis en place. Pourtant, force est de constater qu'il demeure des situations où des adultes sont placés en contact des enfants sans qu'ils ne soient réellement contrôlés, sans qu'ils aient fait preuve de leur honorabilité. Je propose d'inverser la charge de la preuve qui pèse actuellement sur les victimes en la faisant porter sur les adultes qui doivent attester de leur honorabilité dès lors qu'ils sont en contact avec des mineurs. Je souhaite que l'on puisse s'assurer que ce contrôle est bien opéré, mais aussi responsabiliser l'ensemble des acteurs du monde sportif en incitant chaque club à prendre une part active dans la prévention et ainsi éviter d'exposer les enfants à des risques qu'on pourrait mieux anticiper. Que les agresseurs se sentent visés, traqués, qu'ils sachent que les adultes forment autour des enfants une chaîne solide de contrôle et de protection. Je veux saluer le travail de notre collègue rapporteur Jean-Jacques Lozach, qui a su ménager les ambitions d'un texte visant à renforcer les contrôles qui pèsent sur les adultes et le nécessaire besoin de préserver le bénévolat dans les clubs et associations. Ce texte ressort enrichi des auditions conduites, du débat parlementaire en commission et en collaboration étroite avec les services du ministère. C'est une avancée collective, transpartisane, que je tenais à saluer au service d'une cause universelle. Un texte construit dans l'échange et avec la volonté d'agir vite. Les membres de la commission ont complété ce dispositif proposé en renforçant le régime d'incapacité et l'obligation pour les dirigeants de clubs de signaler les comportements à risque, sauf à s'exposer eux-mêmes à des sanctions pour lesquelles les préfets disposeront de moyens coercitifs. Nous proposons aussi d'introduire dans le champ sportif le renforcement du contrôle d'honorabilité, dont a bénéficié le secteur social et médico-social par la loi Taquet en 2022. À savoir le fait qu'une inscription d'une condamnation au FIJAIS maintienne l'incapacité d'exercer, même si la condamnation a disparu du casier judiciaire B2 de la personne en doute. Preuve en est que la cible touchée est juste. Les auditions ont révélé que par la cellule ministérielle qui recense depuis 2021 les violences sexuelles dans le sport, que sur la moitié des éducateurs et encadrants licenciés bénévoles contrôlés, soit 1 million d'éducateurs, encadrants, licenciés bénévoles, 440 incapacités ont déjà été notifiées et preuve en est qu'il est nécessaire d'ajuster les choses pour arriver à contrôler chaque année l'intégralité des 2 millions d'éducateurs bénévoles licenciés. Je prends donc acte des améliorations proposées à l'unanimité par la commission culture et éducation et les fait miennes. Au cours des auditions de sportifs et associations de victimes, tous ont insisté sur la nécessité d'impliquer plus encore les clubs. Je suis intimement persuadé que c'est au quotidien dans les clubs, en sensibilisant les acteurs du terrain, placés au contact des jeunes sportifs, que l'on trouve l'une des clés de la réussite de notre combat. C'est pourquoi, au-delà de ce texte, au-delà de l'engagement républicain entre l'État et les fédérations, il nous faut étudier l'opportunité de créer un référent intégrité par club. Il serait en contact étroit avec la cellule Signal Sport, formée pour mieux détecter, prévenir les gestes et pratiques à risque et chargé de recueillir la parole des victimes. Puis, le cas échéant, signaler tout comportement déviant auprès des instances compétentes et de l'administration. Je voudrais remercier vivement l'ensemble des sportifs, artistes, représentants d'associations de victimes qui, par leur initiative, ont publié une tribune ce matin dans l'équipe de soutien à notre texte et qui nous soutiendront et qui nous apporteront tout le soutien pour continuer à lutter contre les violences sexuelles dans le milieu sportif. Enfin, je vous propose, Madame la Ministre, en cette année de Coupe du Monde, de rugby et à l'approche des Jeux Olympiques, de décréter la lutte contre les violences sexuelles dans le sport
comme une grande cause internationale, en demandant aux équipes de France de porter sur leur maillot la marque de cet appel. Mes chers collègues, soyons dignes devant la souffrance de toutes ces sportives et de toutes ces sportifs victimes. Soyons dignes devant le courage à briser le silence. Montrons l'engagement fort de la France au reste du monde et luttons pour que la honte change définitivement de camp. En 2018, la mission d'information sénatoriale sur les violences sexuelles sur mineurs en institution dressait un terrible constat. Je cite : le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs bénévoles est un dispositif aléatoire et insuffisant qui présente des failles exploitables par les auteurs des violences sexuelles. Fin de citation. 90% des éducateurs sportifs ne faisaient l'objet que d'un contrôle très partiel dans un secteur où l'omerta a régné pendant longtemps. Néanmoins, on constate un tournant depuis quelques années du fait d'une triple action. De la part du mouvement sportif, tout d'abord, où les révélations de plusieurs athlètes de haut niveau, comme Sarah Abitbol, ont fait l'effet d'un électrochoc. De la part du ministère ensuite, je pense au volontarisme de l'ancienne ministre, Roxana Maracineanu, sur ce sujet, volontarisme confirmé depuis. En 2020, le ministère a mis en place une cellule de signalement de faits de violence. Depuis son lancement, ce sont ainsi plus de 907 signalements qui ont été réalisés, conduisant à 424 interdictions d'exercer. Vous-même, Madame la Ministre, venez de lancer un comité national pour renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport, co-présidé par Marie-Georges Buffet et Stéphane Diagana, dont l'une des missions est la protection renforcée des pratiquantes et des pratiquants, notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination. Le législateur, et plus particulièrement le Sénat, a posé les jalons législatifs d'un contrôle renforcé. Nous avons ainsi introduit dans la loi confortant les principes de la République, la loi d'août 2021, l'obligation pour les clubs sportifs de relever l'identité complète des personnes susceptibles d'être éducateurs sportifs ou d'intervenir auprès des mineurs. C'est un préalable indispensable à la mise en place d'un contrôle automatisé de l'honorabilité des éducateurs sportifs. En quelques mois, les progrès réalisés sont notables. La mise en place de ce système, en lien avec les clubs et les fédérations qui en sont des rouages essentiels, a déjà permis de vérifier l'honorabilité de la moitié des éducateurs sportifs. Certes, le système reste perfectible et demande en ses premiers mois un travail considérable aux fédérations. Mais regardons le chemin parcouru. Nous sommes passés de contrôles aléatoires et restreints en 2021 à 500 000 éducateurs sportifs contrôlés fin 2022 et à 1 million en mai 2023. Une fois les problèmes informatiques réglés et les bonnes pratiques dans la transmission des noms intégrés, ce contrôle sera bientôt routinier. La proposition de loi de notre collègue Sébastien Pla renforce la protection des mineurs et le contrôle de l'honorabilité dans le sport. Je salue cette initiative qui permet de combler certains trous dans la raquette. Elle prévoit notamment la vérification de la capacité des éducateurs sportifs, à la fois au regard du FIJES, c'est-à-dire le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire qu'on appelle le B2. Je tiens à souligner les échanges très constructifs que j'ai pu avoir avec le mouvement sportif, ainsi qu'avec vos services, Madame la Ministre, dans le cadre de la préparation de ce texte. Nous partageons tous un même objectif, lutter contre les violences, notamment sexuelles, dans le milieu sportif. À mon initiative, la Commission de la Culture a réécrit le texte avec un triple objectif : aligner, alléger, responsabiliser. Nous avons tout d'abord aligné les modalités de contrôle des éducateurs sportifs sur celles applicables dans le domaine social et médico-social pour les personnes qui encadrent des publics fragiles. Celles-ci ont en effet été renforcées par la loi relative à la protection des enfants de février 2022, dite loi Taquet. Le texte prévoit notamment, par exception au principe de réhabilitation pénale, le fait que l'inscription d'une condamnation au FIJES entraîne l'interdiction d'exercer, même si cette condamnation n'est plus inscrite sur le B2. Certaines condamnations peuvent en être effacées dès 6 mois après le prononcé de la peine, à la demande de la personne condamnée. Elles restent cependant inscrites au FIJES au minimum 20 ans. Les faits commis lorsque la personne était mineure restent également inscrits pendant 10 ans. Ce nouveau dispositif répond à une attente forte des fédérations et des services déconcentrés du ministère. Ils sont actuellement confrontés à des contentieux lorsqu'ils souhaitent écarter un éducateur sportif inscrit au FIJES, mais dont le bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne mentionne plus la condamnation. Comme l'exception au principe de réhabilitation pénale n'est actuellement pas prévue pour le domaine sportif,
Certains de ces éducateurs contestent leur incapacité d'exercer. Selon les informations qui m'ont été transmises, plusieurs arrêtés d'interdiction d'exercer pour des personnes inscrites au Fijais ont été annulés par la justice. Nous complétons également les listes des incapacités en interdisant d'exercer la fonction d'éducateur sportif aux personnes condamnées à l'étranger pour des faits qui, commis en France, auraient entraîné cette même incapacité. Nous inscrivons aussi dans la loi le principe d'un contrôle annuel de l'honorabilité. Deuxièmement, nous avons allégé les obligations pesant sur les dirigeants des clubs. Le texte initial leur faisait porter la responsabilité du contrôle du bulletin numéro 3 du casier judiciaire du futur éducateur sportif. Nous avons supprimé cette obligation pour plusieurs raisons. Le contrôle de l'honorabilité doit rester une prérogative régalienne. Par ailleurs, tant les fédérations que le ministère nous ont alertés sur un risque d'alourdissement des charges pesant sur les présidents de clubs dans un contexte de crise du bénévolat. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement des milliers de bénévoles qui rendent possible la pratique sportive sur l'ensemble du territoire. Enfin, le bulletin numéro 3 n'est pas exhaustif. Il ne comprend que les condamnations les plus graves. Un dirigeant de club pourrait, de bonne foi, à la consultation de l'extrait judiciaire transmis par l'éducateur sportif, penser que celui-ci remplit les conditions d'honorabilité sans que cela soit juridiquement le cas. Nous souhaitons cependant responsabiliser les dirigeants en instaurant l'obligation de signaler au préfet des comportements au sein de leur club présentant un danger pour les sportifs. Je pense notamment aux agissements déviants d'un éducateur. Si les présidents de club ont le réflexe de prévenir le procureur, certains sont réticents à en faire de même avec l'administration en l'absence de base légale. Or, le préfet dispose de pouvoirs de police lui permettant d'écarter rapidement une personne potentiellement dangereuse. Par ailleurs, nous luttons contre des dirigeants qui pourraient fermer les yeux sur les violences commises dans leur club. Ils pourront désormais être sanctionnés. Nous créons une nouvelle sanction administrative d'interdiction de diriger un club sportif. Il existe aujourd'hui un vide juridique. Alors que le préfet peut prendre une mesure administrative d'interdiction d'exercer pour les éducateurs sportifs potentiellement dangereux, il n'existe aucune interdiction similaire pour les dirigeants de clubs. Le préfet dispose seulement de la faculté de fermer administrativement l'établissement sportif. La sanction administrative que nous créons pourra être prise dans 3 cas. Lorsque le comportement même du dirigeant de club fait porter un risque pour les sportifs, lorsqu'il emploie ou maintient en emploi un éducateur sportif frappé de l'incapacité d'exercer, ou enfin lorsqu'il refuse d'informer le préfet de comportements déviants au sein de son club. Les premiers jalons d'une meilleure prévention des violences contre les sportifs et d'une protection renforcée des mineurs ont ainsi été mis en place. Cette proposition de loi permet de les compléter. Elle est attendue par tout le mouvement sportif. Je souhaite tout d'abord rendre hommage à l'auteur de cette proposition de loi, notre collègue Sébastien Pla. Il a travaillé avec l'ex-sportive de haut niveau et patineuse artistique Sarah Abitbol, qui en 2020 a dénoncé les viols qu'elle a subis de la part de son entraîneur. D'autres courageux athlètes isolés, comme la tenniswoman Isabelle de Mongeau, le rugbyman Sébastien Boel, l'athlète Emma Oudiou, ont permis, grâce à leurs révélations, que se brise la loi du silence qui régnait dans le monde du sport. Il était en effet particulièrement difficile pour les jeunes de parler d'actes subis par une personne de confiance, et nous savons qu'un enfant sur 7 serait victime de violences dans le monde du sport. Depuis 2020, il y a une véritable prise de conscience de la nécessité de lutter contre les violences sexuelles dans le sport, avec la création de la cellule de signalement des faits de violence et de violences sexuelles qui a conduit, à la fin 2022, à 904 signalements et 424 interdictions d'exercer. Je rappelle que 90% des éducateurs sportifs sont des bénévoles et que jusqu'en 2022, ceux-ci n'étaient pas contrôlés systématiquement. Seuls les éducateurs professionnels l'étaient une fois par an. Ainsi, je me félicite qu'à la fin mai 2023, plus de 1 million de bénévoles aient été contrôlés. C'est une nouvelle orientation plus que souhaitable et nécessaire. Notre proposition de loi s'inscrit dans ce vaste mouvement de prise de conscience de la nécessité de lutter contre les violences et violences sexuelles dans le sport. Elle entend donc entourer de davantage de garanties le recrutement des personnels enseignants, animant et encadrant des activités physiques et sportives, en renforçant leur contrôle d'honorabilité. L'objectif de ce texte est d'éviter qu'un seul encadrant sportif ne passe à travers les mailles du filet, faute de contrôle pas assez systématique ou alors incomplet.
Cette proposition de loi qui veut renforcer l'éthique dans le sport est particulièrement bienvenue au moment où la France va accueillir la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques et paralympiques. Le dispositif originel de notre PPL prévoyait l'obligation pour les dirigeants des clubs de sport de procéder à un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des intervenants auprès des mineurs, avec la présentation du bulletin numéro 3 du casier judiciaire avant toute prise de fonction. Il appartenait aux dirigeants sportifs de vérifier l'absence de condamnation entraînant une incapacité d'exercer. Sous l'impulsion de notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, dont je salue la qualité du rapport, nous avons adopté en commission son amendement de réécriture du dispositif de la PPL. Ainsi, le contrôle de l'honorabilité demeure une prérogative de l'État, cette lourde responsabilité ne devant pas peser sur les épaules de dirigeants sportifs très souvent bénévoles. Le contrôle du bulletin judiciaire 3 par les dirigeants de clubs est donc supprimé, d'autant que sa consultation ne garantit pas l'honorabilité du futur éducateur sportif. Cette réécriture a aligné les modalités de contrôle des éducateurs sportifs sur celles applicables au secteur médico-social. Ainsi, l'inscription d'une condamnation au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJES, entraîne une interdiction d'exercer, même si cette condamnation ne figure pas sur le bulletin judiciaire numéro 2, dont certaines condamnations peuvent d'ailleurs être effacées au bout de 6 mois. Cette réécriture renforce incontestablement la protection des mineurs, tout comme la nouvelle disposition introduite sur l'interdiction d'exercer lorsqu'il y a une condamnation à l'étranger pour des faits qui, en France, entraînent l'incapacité d'exercer. L'amélioration du dispositif de lutte contre les violences sexuelles se confirme encore avec l'adoption en commission d'un autre amendement de notre rapporteur, créant un article additionnel à cette PPL. Cet article introduit une mesure administrative d'interdiction temporaire ou définitive de diriger un club lorsque le comportement du dirigeant est à risque pour les pratiquants, lorsque celui-ci maintient dans l'emploi un éducateur ne respectant pas les critères d'honorabilité ou ne signale pas à l'État un éducateur sportif ou un intervenant présentant un danger pour les jeunes pratiquants. Actuellement, les préfets peuvent seulement fermer administrativement les clubs, mais rien n'empêche les dirigeants d'ouvrir un autre club. Je me félicite de ces améliorations votées à l'unanimité en commission qui illustrent notre volonté commune d'être à l'écoute de l'ensemble des acteurs, tous mobilisés pour lutter contre ces fléaux des violences et violences sexuelles dans le sport, avec des solutions concrètes au plus près du terrain. Je serai attentive, Madame la Ministre, dans le cadre des prochaines discussions budgétaires, à votre engagement de doubler les effectifs dédiés de votre ministère pour assurer le contrôle d'honorabilité. Notre groupe votera cette proposition de loi améliorée et consolidée juridiquement par notre travail pragmatique commun.